Je rappelle que la vocation du concours est d'encourager la réflexion éthique des jeunes à l'approche de leur vie active. Dans notre monde en pleine transformation, le concours les invite à définir leurs propres valeurs pour construire la société de demain. Plus que jamais, notre concours, cette année, a tenu ses promesses. Alors, ces aspects n'ont pas échappé à la Conférence des grandes écoles, à l'UNESCO qui parraine le concours, et c'est un excellent millésime 2020-2021 qui va vous être présenté. Alors, la cérémonie va débuter par la remise des diplômes, classés par district, présentés successivement par Anne-Marie Bordery et Marie-Michel Brun. Et puis, nous conclurons en donnant la parole à nos lauréats qui auront l'occasion de préciser leur motivation sur le sujet qu'ils ont connu. Alors, pour le district 1510, qui est les Pays de Loire, eh bien, Aïssata Cissé a obtenu un diplôme pour son essai « La corruption est-elle un frein à la sécurité des personnes ?» Clotilde Micheneau a obtenu également un diplôme pour un essai intitulé « Handicap et sexualité, la prise en compte de la sexualité des personnes en situation de handicap ». Brinda Manzen-Tengua a aussi obtenu un diplôme pour un essai intitulé « L'immigration en France, un enjeu éthique de taille ». Agathe Lecomte a obtenu une mention pour son essai intitulé « Navigation commerciale et grands cétacés, le rôle de l'ingénieur navigant entre éthique et rendement commercial ». Smaranda Faraji a obtenu une mention pour un essai intitulé « On ne tirera pas les cartes, la géographie prise entre une écriture subjective du monde et les enjeux de pouvoir ». Marie-Michel, à toi. Bonsoir à tous. Alors, nous allons maintenant nous rapprocher du district 1650. Pierre. Bretagne, Mayenne. Pauline Bourex a obtenu un diplôme pour son essai « Éthique de l'environnement, le legs d'une terre stérile aux générations futures ». Line Rondard a obtenu également un diplôme pour son essai « Face à l'urgence, quelle conservation de la nature choisir ?» Maintenant, nous allons passer au district 1660. Paris-Île-de-France. Et c'est Clara Audan qui a obtenu un diplôme pour son essai « L'avènement des sociétés de services. Quelle place pour l'éthique professionnelle ?» Maintenant, nous allons passer au district 1680. Alors, 1680, c'est l'Alsace, Franche-Comté. Et c'est Thibaut Maurer qui obtient une mention pour l'essai suivant. Le métier d'acheteur, est-ce une fonction centrale pour la mise en place de la politique éthique de l'entreprise? Puis Pauline Boyer, qui a obtenu également une mention pour son essai Communication et éthique au sein d'une entreprise. Maintenant, nous allons passer au district 1690 avec Anne-Marie. Voilà, je reprends la parole. Donc, le 1690, Pierre, c'est… Aquitaine-Charente. Voilà, alors là, nous avons 4 étudiants, Élise Blondeau, Laurent Girard, Louis Ménecart et Clémence Ménil, qui ont obtenu un diplôme pour leur essai « La frontière éthique dans l'exercice du lobbying ». Là, nous avons 4 étudiants également, Clara Samuel, Flore Souverain, Nina Soleillette-Alban
et Sikumba, qui ont obtenu un diplôme pour leur essai « Éthique et digital, les entreprises numériques nous protègent-elles vraiment ?» Ensuite, nous avons Nicolas Burton, qui a écrit avec Valérie Gardin, qui est un peu plus bas, voilà, Valérie Gardin, voilà, avec Valérie Gardin, un essai intitulé « L'industrie de l'énergie en Europe, quels engagements pour quels résultats ?» Ils ont obtenu un diplôme. Ensuite, deux étudiants, qui sont Joseph Lacombe et Clément Santoro, ont également obtenu un diplôme pour leur essai « La transparence, un outil éthique pour satisfaire le consommateur ou est-ce une solution pour rendre le monde professionnel plus accessible ?» Et bien maintenant, nous allons passer au district 1710. Et avec ta permission, Pierre, je vais annoncer que c'est le mien, c'est la région de Lyon. Donc, je suis particulièrement honorée de présenter cette année cette remise de prix parce que j'ai des lauréats de mon district. Alors, Camille Tesser, Léa Bergeron, Guillaume Marion ont obtenu une mention pour leur essai « Quand l'éthique du soin se confronte aux âges extrêmes de la vie ». Ensuite, nous avons Thomas Murienne, qui a également eu un diplôme pour son essai « Le marché du crédit carbone vers une éthique climatique plus efficace ». Maëlys Blanc. Maëlys a obtenu un diplôme pour son essai « Éthique et respect des normes en matière d'aptitude médicale militaire, le CIGICOP, outil de référence. Lina Pralu obtient également un diplôme pour son essai « Remise en question des principes éthiques médicaux en situation de crise vers une médecine qui change ». Et enfin, Jody Fauvel, qui obtient également un diplôme pour son essai « Transformation numérique et éthique professionnelle, une alliance complexe ». Je cède la parole à Anne-Marie pour le district 1720. Qui est le centre Poitou. Centre Poitou, voilà. Alors, Audrey Paul a obtenu une mention pour son essai « Le management des salariés à travers la surveillance électronique », une stratégie à double tranchant. Florent Rossani et Camille Morchet ont obtenu un diplôme pour leur essai « Évoluer en restant soi-même dans un contexte professionnel international ». Est-ce un pari risqué? Roman Thédo a obtenu également un diplôme pour son essai « Covid-19 et réveil éthique, l'urgence d'une redéfinition éthique et responsable des supply chains ». Ensuite, un essai à 3 étudiantes, Carolina de Souza Braga, Elisa Aubé et Katharina Macado-Leite. Elles ont obtenu un diplôme pour un essai intitulé « Éthique et relations du soin à domicile ». Je te passe la parole, Marie-Michel. District 1730. Et la Côte d'Azur, Corse, Monaco. Alors, une mention pour Mayol d'Anselme, pour son essai « Le Bitcoin, un investissement éthique ». Hugo Pasquier, mention également pour un essai « L'enjeu de la diversité en entreprise ». Enfin, Cédric Bardin, nous avons une petite pause, Cédric Bardin et Charles Scherer pour leur essai « Éthique des entreprises, une arme de consommation massive ». Je passe la parole à Anne-Marie pour le district 1740. Qui est l'Auvergne, Limousin, Aveyron, Dordogne, Lozère.
Alors là, nous avons un essai à 3 étudiantes, Fanny Faure, Julie Gavalda et Cyrine Camoun. Elles ont obtenu une mention pour leur essai « La roboéthique, un avenir incertain peuplé par des géants moraux artificiels ». Un autre essai collectif à 4 étudiantes, Agathe Lefebvre, Pauline Liovelas, Ludovic Lianès et Tom Girard, ont écrit un essai « La place de l'éthique professionnelle à l'ère de la robotisation des emplois ». Ils ont obtenu un diplôme. Un autre groupe de 4 étudiantes, Astrid Vellet, Justine Parra, Morgane Sigaud et Emma Ribert, ont écrit un essai intitulé « La F1 », donc la Formule 1, la F1 des laboratoires pharmaceutiques. Elles ont obtenu un diplôme. Autre groupe de 4 étudiantes, Camille Allier, Noélie Guilchet, Lucie Lalanne et Mélanie Gaillard, ont obtenu un diplôme pour leur essai intitulé « Délocalisation et éthique professionnelle, deux concepts inconciliables ». Enfin, Alban Level et 23 autres étudiants, un énorme essai collectif en réalité, ont obtenu un diplôme pour leur essai « En pleine conscience ». District 1660, je te passe la parole, Marie-Michel. 1760, Pierre? Alors, 1760, on revient un petit peu en arrière. Hein, bon, alors, 1750, 1760, eh bien, c'est Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Gard et Vaucluse. Alors, bienvenue au district 1760, avec Ante Abro, qui obtient une mention pour son essai « Nouvelles armes létales autonomes, éthique dans le milieu militaire ». Ensuite, nous avons Mathieu Loupeyou, qui obtient une mention pour son essai « Les services de renseignement dans les sociétés démocratiques, une éthique confidentielle ». Enfin, Émeric Coron, qui obtient également une mention pour son essai « Quelle éthique professionnelle pour un militaire en 2021 ». Maintenant, nous passons au district 1770, Pierre. C'est l'Île-de-France, Est et Oise. Là, c'est le district de Jean Delas. Absolument, Jean. Alors, donc, Jude. J'annonce à moi, Marie. Oh, pardon. Oh, non, mais Michel, j'étais tellement... Ah, ça, c'est le direct. Alors, Jude Benzaouia, qui a obtenu donc une mention pour son essai « Collecte et utilisation des données personnelles, un enjeu éthique pour les acteurs du Big Data ». Ensuite, nous avons Cassandra Gouchet, qui obtient une mention pour son essai « Entreprise et éthique, l'étrange voyage de nos données personnelles ». Ce sont des titres quand même réellement accrocheurs. Enfin, Jules Chaffanjon, pour son éthique « Agir dans l'intime, un nouvel enjeu éthique pour la force publique », il a obtenu une mention. Je passe la parole à Anne-Marie pour le district 1780. Ah non, il y a encore des choses sur le 1770. Ah, alors à toi, Anne-Marie, ou moi, alors attends. Excusez-moi, Maxime. C'est pas un problème. Alors attends, Maxime, il est où? Non, mais Ah oui, excusez-moi, ça y est, j'y suis. Je vous prie de m'excuser. Il y a eu une petite interversion. C'est le direct. C'est le direct. Alors. Olivia Joseph, Malala Sissoko et Émilie Ramanathapoul ont obtenu un diplôme pour leur essai RSE et éthique professionnelle, un mariage d'intérêts.
Ensuite, Claudie Cizeron, Maxime Bénessi et Yann Briez ont écrit ensemble un essai qui a obtenu un diplôme et qui s'appelle « Un bon gendarme est-il un gendarme mort ?» Autre essai collectif à 4 étudiants, Grégory Tichou, Guillaume Marius, Paul Branderburger, Pierre-Gilles Bouldoir ont obtenu également un diplôme pour leur essai « La conjugaison de la gestion d'une crise sanitaire sans précédent à une restriction majeure des libertés individuelles, quelle place pour l'éthique du gendarme au milieu d'un État omniprésent ?» District 1780. Alors, c'est Rhône-Alpes-Mont-Blanc. Alors, je vais continuer. Benjamin Sondard et Émiline Rioux ont obtenu une mention pour un essai « L'éthique à l'épreuve du don de moelle osseuse ». Alex Bonavero, Louis Godron, Sylvain Pouget et Thomas Cassagne ont obtenu une mention pour leur essai intitulé « Vent à découvert, le crime était presque parfait ». Maëlys Amouche a obtenu une mention pour un essai intitulé « L'intelligence artificielle éthique est-elle une utopie ?» Oliver Hontank a obtenu une mention pour son essai « L'éthique professionnelle, garde-fou de l'humanité dans un monde périlleusement digitalisé ». Alexandre Martos a obtenu un diplôme pour son essai « Comment l'éthique peut-elle répondre aux défis énergétiques, la responsabilité et la réflexion écologique ?» Alors, Gatienne Lise Nagot et Cynthia Monirul ont donc rédigé à deux un essai qui s'appelle « Le comportement éthique en entreprise, tributaire du contrôle social ». Elles ont obtenu un diplôme. Enfin, Esmond Plot a obtenu un diplôme également pour son essai « Connaître le consommateur grâce au neuromarketing ». À toi, Marie-Michel. District, donc 1790. Qui est la Lorraine et Haute-Marne. Alors, Martin Mougel a obtenu une mention pour son essai « L'éthique et la responsabilité de l'ingénieur dans un contexte d'expatriation ». Alors là, je vais peut-être prononcer que les prénoms. Sonra, je ne vais pas me hasarder, et Marie Trimaille ont réalisé à elles deux un essai et ont obtenu un diplôme pour l'essai « Perception éthique des publicités et limite à ne pas dépasser par les annonceurs ». Alexandra et Lucie vont recevoir un diplôme pour leur essai « Comment associer éthique et recrutement dans le cadre de la sélection de candidats ». Yasmine a reçu un diplôme pour son essai « L'engagement éthique des grandes marques, véritablement engagement éthique ou simple moyen de séduction ». Inès et Amandine ont reçu un diplôme pour les femmes dans le domaine masculin du football. Y a-t-il une chance pour l'égalité?
Katharina et Laura ont reçu un diplôme pour leur essai « Les chartes éthiques, un outil d'aide pour un comportement plus éthique des responsables d'entreprise ». Élise Chavant bon, peut-être avons-nous pas le diplôme. Si, oui. Élise Chavant et Anne-Léa Voix. Bien, alors ce sont deux étudiantes qui ont obtenu, je pense, également le diplôme pour un essai qui traite de la démarche éthique au sein du secteur agricole. Réflexion autour de la démarche. C'est qui le patron? Et puis, nous avons également une autre étudiante qui est Pauline Lee, je suppose que ça se prononce comme ça, qui obtient un diplôme pour son essai « La finance à la vitesse de la lumière vers un monde aux commandes des machines ». En ce qui me concerne, je n'ai plus de diplôme à annoncer. Très bien, Marie, tu n'as plus de diplôme non plus. Non plus. Non plus. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous féliciter, Anne-Marie et Marie-Michel, pour avoir rendu cette présentation la plus agréable possible. Et en tout cas, félicitations aussi à tous nos diplômés qui ont eu des mentions. Et je les félicite et je les remercie pour le travail qu'ils ont fait et également pour avoir apporté autant d'attention au concours de l'éthique professionnelle du Rotary. Donc, merci et bravo à tous. Nous allons passer maintenant à la partie importante, je ne veux pas dire forcément la plus importante, mais en tout cas la plus attendue, qui est la remise des prix, des 4 prix qui ont été décernés par le jury aux essais qui se sont distingués. Le quatrième prix qui est à Léa Le Carpentier. Alors, est-ce que nous avons Léa Le Carpentier? Alors, je précise que Léa Le Carpentier est du district 1640, Normandie, et qu'elle a travaillé sur un sujet important, réflexion éthique autour du diagnostic préimplantatoire. Donc, Jean, tu nous as trouvé Léa? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, voilà Léa Le Carpentier. Pour l'instant, je vois son nom, hein, mais je ne vais pas tarder à voir son visage. J'active. Comme dit Marie-Michel, c'est le direct. Hein. Alors, oui, je suis désolée. on va être un petit peu patient. Je règle mon ordinateur. On l'entend, donc c'est déjà important. Hein. Pierre, est-ce qu'on peut se saisir de ce moment pour redire quand même à ces étudiants qu'à la lecture de leur essai, on mesure combien ils se sont appropriés cette belle définition que Paul Ricoeur donne de l'éthique, une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et quelle que soit l'origine de ces étudiants, de leur milieu professionnel, de leur région, ils nous réveillent, ces étudiants, quand on lit leur essai. Merci à eux. Où en êtes-vous dans votre parcours d'étudiante en médecine? Je suis en 4e année à la faculté de Rouen. En 4e année. Voilà. Bon. Alors, vous abordez un sujet, bon, à la limite, moi j'ai découvert ce que c'était que le DPI. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que le diagnostic préimplantatoire en quelques mots? Alors, le diagnostic préimplantatoire, c'est de diagnostiquer des anomalies génétiques directement sur les gamètes. Donc, les gamètes, c'est ovules et puis spermatozoïdes. Et donc là, sur un ovule qui va être fécondé par technique de fécondation in vitro. Et donc, on va directement venir dépister à partir de quelques cellules des anomalies à ce stade.
donc avant d'être implanté dans l'utérus de la femme. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des raisons personnelles pour vous intéresser à un sujet qui est hautement sensible, hein, sur le plan éthique et de la bioéthique? Oui, oui, tout à fait. Non, je veux pas spécialement de... Enfin, personnellement, après, moi, je suis intéressée par la gynécologie et l'obstétrique. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui m'a amenée à ce sujet. Et puis comme c'était également un sujet d'actualité, puisqu'il y a eu la révision des lois de bioéthique, je trouvais ça intéressant de s'y intéresser à ce moment-là. Alors, ce que vous dites le BPI représente une démarche complexe et éprouvante, faite d'angoisse et d'espérance, avec de minces chances de réussite. Alors, en résumé, pour vous, et pour être positif, quels sont les facteurs clés de réussite? Alors là, quand je dis ça, c'est aussi même plus largement toute la technique de fécondation in vitro, en fait, pour les couples stériles, enfin, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants naturellement et qui doivent avoir recours un peu à la médecine et à la science pour avoir des enfants. Et donc, les chances de réussite sont effectivement minces, mais c'est important d'avoir l'opportunité de pouvoir y recourir dans ces moments-là, quoi. Oui. Et puis, bon, vous parlez des détracteurs des pays qui disent mener un combat pour la vie. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez? C'est une question qui est difficile. En fait, là, les détracteurs se sont particulièrement élevés quand on a parlé d'élargir les indications du diagnostic préimplantatoire, parce il a été question de diagnostiquer non plus simplement certaines anomalies génétiques, mais dès qu'il y avait un nombre de chromosomes anormal. Donc, soit plus de chromosomes, soit moins. Et donc, si on fait ça, si on diagnostique le nombre de chromosomes, ça peut par exemple toucher à la trisomie 21, donc maladie qu'on connaît beaucoup. Et c'est là que des associations concernées se sont élevées pour s'opposer à ça parce que ce serait un peu vouloir éradiquer cette maladie et ça pose la question de l'acceptation de ce handicap dans notre société. Donc voilà, la question est plus large que simplement faire du DPI, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, vous exprimez très bien tout ceci dans votre essai. Alors, euh, dernière question, hein, la réflexion autour du DPI et sa limite raisonnable soulève la question de la considération et l'acceptation d'un handicap dans notre société. Et ça, c'est vous qui le dites. On parle beaucoup actuellement, et pas simplement au Rotary, de diversité. Alors, à votre avis, notre société a-t-elle fait des progrès en matière de diversité? C'est une question difficile, là. Ouais. Je pense que non, je ne sais pas s'il y a eu des progrès de fait, mais je pense que c'est important en tout cas de laisser le débat et la discussion ouverte pour toujours se remettre en question. Non, je pense qu'il y a encore des améliorations à faire. Par exemple, je rappelle la définition du handicap et maintenant on ne définit pas le handicap seulement par les déficiences de l'individu, mais par les déficiences dans son environnement. Et donc en fait, ça montre qu'un handicap, ça va dépendre de dans quel environnement on étudie, on évolue en fait. Par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, et s'il n'a pas la possibilité d'accéder, qu'il y a des escaliers, et ben là, son handicap va être renforcé. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place dans notre société pour améliorer voilà, cette acceptation-là, quoi. Très bien, ben merci Léa pour toutes ces précisions. Moi, je recommande évidemment la lecture de l'intégralité de l'essai, ce que nous avons essayé de faire en quelques mots. Et merci Léa pour vous être prêtée au jeu des questions. Mais on a pu en avoir une idée de la portée de vos réflexions. Je vous félicite et le jury vous a attribué donc un prix de 500 euros. Hein, et ce prix de 500 euros, vous allez en faire bon usage, j'en suis sûr. Et puis, je vous souhaite de continuer brillamment vos études et puis de vous investir sur le DPI parce que je crois que le sujet mérite évidemment tous les efforts des chercheurs et des étudiants comme vous. Merci encore.
Bah, merci beaucoup à vous. Et puis, je voulais remercier toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation, de nous donner l'opportunité de participer à ce genre de concours. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci Léa. Je propose maintenant que nous passions au troisième prix. Le troisième prix, donc, c'est Anne Chameux-Tschund, qui est du district 1510, Pays de Loire. Bonsoir à tous. Et bien voilà, le nom apparaît. Et puis nous avons évidemment un visage formidable. Bonjour, bonjour Anne. Bonjour. Alors, présentez-vous. Vous êtes informaticienne, je crois. Oui, je m'appelle Anne Chameux et je suis en 5e et dernière année à l'ESEP, une école d'ingénieurs spécialité informatique et réseau. Bon, alors, le titre de votre essai, de quelle couleur est votre chapeau? Alors, il est original hein, quand même, hein, et je peux vous dire qu'il a suscité la curiosité du jury. Qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire avec ce thème de quelle couleur est votre chapeau? Alors, de prime abord, je ne vois pas le lien avec le sujet des hackers. Et alors, peut-être que vous avez eu une vie avant l'informatique et réseau. Non, pas spécialement. J'ai toujours été orientée informatique et réseau. Et pour le titre, c'était en rapport avec les hackers parce que dans le domaine informatique, le type de hacker est caractérisé par la couleur de son chapeau. Donc, les hackers éthiques avec le chapeau blanc et ainsi de suite. Ben voilà, vous les classez, les hackers, en 3 catégories, selon la couleur de leur chapeau, le blanc, le noir, le gris. Et puis on découvre, moi j'ai découvert, hein, le jury aussi, qu'il y avait des bons hackers. Alors, est-ce qu'à l'instar du mythe du bon sauvage de Montaigne, il existe aussi un mythe du bon hacker? Exactement. Et en fait, les bons hackers, c'est simplement des ingénieurs en cybersécurité. C'est tout. Bon, c'est ceux qu'on embauche dans les entreprises, c'est ceux qui sont là pour débusquer les hackers au chapeau noir. Hein. Exactement. Alors, vous évoquez le hacker gris. Alors, il y a un gris. Hein. Ouais. Il n'est pas vraiment noir, il n'est pas vraiment blanc. Et puis, vous le comparez à Robin des Bois des temps modernes. C'est amusant. Mais je crois que la comparaison, elle s'applique assez bien. Alors, qu'est-ce qui le rend sympathique, ce Robin des Bois des hackers? Vous ne pensez pas que c'est flirter un peu avec la notion d'éthique? Justement, au niveau des hackers, c'est vraiment au niveau du hacker gris que la place de l'éthique est à discuter. Parce que ce qui le rend sympathique, c'est le fait qu'il pose des actions qui peuvent être répréhensibles, mais pour, à la finalité, avoir enfin, pour à la fin faire bénéficier les autres. Tout à fait. Bon, vous en connaissez? Oui, mais je ne dirais pas leur nom. On ne vous demandera pas, on vous demandera pas. Mais si on en a besoin, on peut s'adresser à vous. Non, parce Non que... plus. Ah non, Ah non, ah non. Bon. Alors, eh ben, c'est pas bien. C'est pas bien. alors, vous faites un certain nombre de recommandations hein, pour nous mettre à l'abri des hackers. À l'abri des hackers au chapeau noir, hein, bien sûr. Hein. Oui. Alors, j'ai noté dans toutes vos recommandations, il y a toute une liste, on en connaît déjà certaines, mais il y en a une qui a attiré mon attention, une idée simple, parmi toutes celles que vous évoquez, c'est couper le Wi-Fi le soir. Est-ce bien réaliste? Oui, je pense que c'est faisable. D'ailleurs, j'applique ce conseil. Et Vous nous le recommandez? oui, je le recommande à 100%. Oui, ben alors mes petits-enfants ne vont pas être contents, hein, ça, je peux vous le dire. Hein. Bon, alors, vous terminez par une citation fort à propos de Rabelais. La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et de conclure que vous considérez l'éthique comme l'un des savoir-faire les plus importants, eh bien, belle profession de foi, en tout cas,
pour le professionnel que vous êtes. Et donc, avec le Rotary, eh bien, je vous encourage à persister sur cette voie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez eu le 3e prix et vous allez donc recevoir un chèque de 750 € avec toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Anne. Et puis, plein succès pour votre carrière professionnelle. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci. Bien, nous allons passer au 2e prix. Alors, au 2e prix, il y a deux titulaires. Alors, je pense qu'on va bientôt les avoir à l'écran. Bonjour. Alors, Ça, c'est Tristan. Ouais, c'est moi. Et ma co-autrice s'appelle Emma Taillefer, mais elle a eu un petit contretemps, donc je nous représente tous les deux. Donc, tous les deux, donc vous êtes du district 1650, ouais. Bretagne, Mayenne. Ouais. Voilà. Et vous avez un essai qui est intitulé « Grande école et contre-don vers une crise des vocations ». Alors, vous êtes tous les deux élèves d'une grande école. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre parcours? Effectivement, on est tous les deux à l'ENS Rennes, donc qui est l'école normale supérieure, et on prépare les concours d'enseignants. Là, cette année, tous les deux, on prépare l'agrégation. Moi, d'EPS et Emma d'économie et gestion. Et donc, Emma a fait une classe préparatoire aux grandes écoles, comme ça se fait traditionnellement. Et moi, je suis passé par la fac, par l'université, puisque c'est un département sciences du sport, donc il n'y a pas de classe prépa pour y accéder. Et quand on lit votre essai, on pense tout de suite à Polytechnique, on pense à l'ENA, où finalement ces études sont extrêmement poussées, gratuites aussi. Hein. Et dans ce sens-là, est-ce que vous pouvez nous rappeler la définition que vous donnez du contre-dos au sens éthique du terme? C'est simplement l'idée, donc effectivement, vous l'avez dit, on a la chance d'avoir des études gratuites, des études financées et qui coûtent cher à l'État parce qu'on est des petites promotions, on est dans des infrastructures qui sont de bonne qualité, on a des très bons enseignants également, donc, et en plus de ça, on est rémunéré. En tant qu'élève de grande école, on a le statut de fonctionnaire stagiaire, donc on reçoit un don de la part de l'État. On reçoit, en tout cas, l'État investit sur nous. Et nous, ce qu'on a voulu montrer dans cet essai-là, c'était qu'on avait un devoir, quelque part, de permettre un retour sur investissement, rendre à l'État ce qu'il nous a donné en termes de compétences, en mettant en tout cas les compétences qu'on a acquises à son service. Donc voilà l'idée du contre-don, c'est-à-dire qu'on a reçu un don de la part de l'État et nous, on défend un contre-don. Donc, cette idée de rendre. Bien, mais écoutez, c'est bien défini, en tout cas dans votre essai, c'est tout à fait clair. Vous évoquez souvent d'ailleurs l'intérêt général, jusqu'à émettre l'idée, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, que seule l'administration est capable de garantir l'intérêt général. Alors, je vous pose la question, le privé, est-ce qu'il serait suspect de ne pas contribuer à l'intérêt général? Je sais que vous, dans votre document, vous expliquez que bon, ce n'est pas tout à fait le cas quand même, quoi. Hein. Non, bien sûr. Le privé. C'est pas aussi clair que ça. Hein. Non, bien sûr, c'est pas aussi clair que ça. Le privé peut défendre une multitude d'intérêts, dont potentiellement certaines actions peuvent être en lien avec l'intérêt général, mais l'intérêt général, il entre en concurrence avec, pour le coup, l'intérêt privé de l'entreprise, le rendement, le profit, etc., qui parfois ne sont pas toujours compatibles avec la défense de l'intérêt général. Là où la fonction publique, elle se définit par la poursuite de cet intérêt-là. Mais bien sûr, ce n'est pas aussi manichéen que ça. C'est vrai, ce n'est pas aussi manichéen que ça. Et d'ailleurs, vous en faites la nuance dans votre essai. À votre avis, d'où provient cette perte d'intérêt des élèves pour la fonction publique? Est-ce la montée de l'individualisme ou plus simplement, ce que vous dites d'ailleurs, le mal d'image de la fonction publique?
En réfléchissant du coup à cette question, on a identifié plusieurs causes. L'individualisme, c'en est une. Hein. C'est cette idée que voilà, aujourd'hui, les nouvelles normes nous poussent un peu à une liberté, en tout cas à chercher en permanence la liberté d'entreprendre notre propre trajectoire, de construire notre propre parcours. Cette norme-là, elle incite chacun, voilà, l'initiative individuelle, ce qu'on retrouve au travers, par exemple, de la figure du chef d'entreprise, qui représente bien ça. Et là où les institutions publiques, elles sont un petit peu en mal d'image parce que voilà, elles souffrent de tout cet aspect bureaucratie, peu propice à la liberté de leurs agents. D'ailleurs, on parle d'agents publics. Hein. Ça incarne bien ça, voilà, le poids de l'institution sur l'individu et qui, enfin, voilà, qui finalement est peu compatible avec la montée de l'individualisme. Et puis, il y a d'autres raisons. Il y a aussi le fait également que la fonction publique, elle est de moins en moins attirante pour des raisons de précarisation, notamment. Même nous, en tant que, c'est ce qu'on essaye d'expliquer à la fin aussi, en tant qu'élève d'une grande école, on n'est pas sûr, en tout cas, nous, on se destinerait plutôt à la recherche, on n'est pas sûr de pouvoir trouver un poste à la fin de notre cursus. Un poste de chercheur, ça se fait de plus en plus rare parce qu'on supprime des postes dans les universités, etc. Donc voilà, cette fonction publique-là, elle est un peu en mal d'image et voilà. Bon, alors, vous êtes en train de redorer un peu cette image aussi. On sait que votre nouvelle génération, votre génération, saura faire justement pour cela. Alors, vous terminez votre essai avec une note d'humour. Hein. Vous plaidez pour l'éthique du contre-don, ça, évidemment, on vous a entendu là-dessus. Alors, comment vous pensez échapper à la plaisanterie entendue dans vos cercles? Tu vas finir vieux techno, toi. En réhabilitant justement les valeurs de la fonction publique. C'est quand même une cause noble de pouvoir travailler pour l'État, il me semble, de mettre son intérêt personnel au service de quelque chose d'aussi grand que la fonction publique. Surtout que la fonction publique, elle intervient dans des domaines tels que l'éducation, le secteur médical, la santé, c'est quand même c'est des domaines nobles. Donc, on pourrait contrer ce mal d'image en s'appuyant là-dessus. En tout cas, félicitations Tristan et félicitations à Emma. Vous transmettrez nos félicitations. Ouais. C'est une belle profession de foi. J'ai beaucoup aimé. Merci. Et donc, le jury vous a attribué donc le deuxième prix et vous recevrez un chèque de 1 000 €. Merci, merci beaucoup pour nos félicitations et nos remerciements d'avoir participé à ce concours et de nous avoir éclairés, je crois, sur ce sujet qui est d'actualité d'ailleurs, qui est d'actualité. Merci, merci encore. Merci pour l'organisation. Merci. Voilà, nous arrivons maintenant au premier prix. Alors, Tristan va nous quitter, hein, et puis on va voir apparaître, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, tout au début d'ailleurs, donc on sait qu'elle est là. Hein. Oui, bonsoir à toutes voilà, et à tous. Donc Maroua Chafi qui est là, hein, qui est du 1710, Lyon, région, décidément Lyon, bravo, hein, Marie-Michel. Hein. Voilà, je suis sûr que vous lui faites plaisir et je l'entends derrière en étant tout à fait fier justement de Maroua. Alors, elle a écrit un essai qui est vraiment dans l'actualité, Éthique et communication scientifique en temps de crise, dilemme entre urgence et réseau. Hein. Alors déjà, Maroua, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Eh bien, je suis étudiante en médecine, en 5e année de médecine cette année, et je m'oriente pour l'instant vers la néphrologie, qui est la spécialité médicale qui traite des pathologies du rein. Voilà. Très bien. Alors, vous avez choisi, je vous l'ai dit tout à l'heure, un sujet d'actualité. Je pense que vous avez été inspiré par tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour ma part, et moi aussi, je suis spectateur, comme vous, hein, vous l'avez été, comme les membres du jury.
Moi, je ne savais pas qu'on avait autant de professeurs communicants. Hein. Est-ce que c'est rassurant? Ben, je n'ai pas sûr. Médiatique, en tout cas, ils l'ont cru. Alors, comment, en tant qu'étudiant en médecine, vous avez vécu cette période? Eh bien, en tant qu'étudiant en médecine, j'avais un pied dans le monde médical et surtout, j'avais un pied dans les services et dans les discussions qui se faisaient au sein des équipes. Et c'est vrai que c'était marrant d'entendre tout le monde critiquer les propos des collègues, au final, hein, des confrères dans la presse, et de se rendre compte à quel point eh bien, on a assisté à une guerre des clans. Il y a des clans qui se sont formés dans la communauté médicale et dans la communauté scientifique. Et tout le monde est devenu un petit peu l'ennemi de l'autre. Tout le monde se faisait face, alors que dans une crise sanitaire, on devrait tous travailler ensemble pour avancer et non pas s'entre-chamailler pour des avis personnels. Alors, vous, dans votre essai, vous regrettez, alors vous allez très loin hein, au niveau de l'essai, sur les aspects éthiques d'ailleurs, et vous n'hésitez pas à rappeler les textes. Alors, vous regrettez les publications sans relecture, les précipitations dans les déclarations face aux médias. Est-ce que pendant cette période, la recherche a perdu une partie de son âme en s'affranchissant des bases de l'éthique professionnelle, selon vous? Oui, c'est certain, parce que ça fait des décennies maintenant qu'on fait de la recherche en suivant des règles rigoureuses de méthodologie pour s'assurer de la fiabilité des résultats que l'on présente. Quand on fait un essai clinique, quand on fait de la recherche, c'est sur un échantillon. Mais le but, c'est de sorte que les facteurs confondants qui pourraient changer le résultat soient éliminés ou en tout cas atténués pour qu'ensuite les résultats que l'on ait sur une population ou un échantillon puissent être généralisables. Et pendant cette période, eh bien, il y a beaucoup de médecins et de chercheurs qui ont piétiné ces principes en disant que c'était une crise sanitaire. Ils étaient persuadés que tel ou tel traitement était efficace et que par conséquent, c'était de leur devoir de médecin de traiter les patients avec ce traitement. Sauf qu'au final, toute l'agitation, tout l'argent qui a été dépensé dans ces essais n'ont pas permis de sortir de l'incertitude et de généraliser ce que eux pensaient comme vérité à la population et de rassembler la communauté scientifique et médicale derrière eux. Et donc au final, on a beaucoup pataugé pendant plusieurs semaines pour essayer de faire la part entre le vrai et le faux et sans avancer en fait. Et c'est ça qui était regrettable. Voilà, donc, à un moment, vous vous rappelez de la jurisprudence hein, qui conclut que le médecin doit prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science. Alors ça, c'était en 1936. Alors, dans l'urgence, avec la pandémie, est-ce que ce principe n'est pas en train de voler en éclats? Non, parce que ce qui a été fait dans les hôpitaux lorsqu'on ne savait pas lorsqu'on n'avait pas encore de traitement qui était sûr d'être efficace, c'est tout simplement de prodiguer des soins de base, par exemple l'oxygénothérapie, du symptomatique en fait, d'essayer de régler les problèmes aigus. On ne va pas pouvoir taper sur l'infection en elle-même, mais sur ce qu'elle entraîne. Et tout ça, ça reste de la médecine fondée sur l'épreuve au final. Hein. Un patient qui arrive, qui n'arrive pas à respirer, qui a une saturation d'oxygène dans le sang qui est basse, et dont on lui met de l'oxygène, ça reste de la base scientifique. Mais après, pour tout le reste, et c'est ce qui a été fait dans un certain institut de médecine du sud de la France, donner des traitements qui n'ont pas l'autorisation pour telle ou telle maladie, et ça pose un énorme problème, non seulement éthique, mais également du point de vue de la loi, et c'est pénalisable. Alors, vous avez presque déjà répondu à cette quatrième question, parce que vous avez assisté, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est votre terme, hein, à une guerre des clans. Hein, et vous décrivez bien la situation, mais vous rappelez le code de déontologie. Et moi, je vais le rappeler. Lorsque le médecin participe à une action d'information du public, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence
et a le souci des répercussions auprès du public. Alors, est-ce que l'épisode de la chloroquine était symptomatique de cette guerre des clans? Je crois que vous en avez parlé un tout petit peu, vous l'avez effleuré. Bah, c'était l'apogée, en fait, au final, dans cette crise de cette guerre des clans. C'était sur cette molécule-là en particulier et autour notamment du professeur Raoult. Hein. C'est lui qui en a fait la promotion la plus fervente. Et oui, c'est en écrivant mon essai que j'ai pris connaissance justement de cet article du code de déontologie et qui est aussi dans le code de santé publique et qui résume tout au final. Enfin, je veux dire, il suffit de lire cette phrase pour se rendre compte que tout a été fait sans respecter ce principe qui est pourtant fondamental. Bon, et pour conclure cet épisode de la pandémie, est-ce qu'il a eu un impact sur la confiance des patients envers la science et la médecine, selon vous? Eh bien, je pense que oui. Je m'appuie sur des sondages dans mon essai, à la fin de mon essai, et il en ressort de ces sondages que, au final, les Français ont quand même confiance en leurs médecins. Et c'est vrai qu'ils ont confiance en leurs médecins traitants, leurs médecins de famille, le médecin qui vont voir pour un simple rhume, un simple gastro, et qui était là, du coup, pendant la crise, pour répondre à leurs questions. Par contre, et ce n'est pas uniquement le cas pour la recherche biomédicale, la population générale est de plus en plus sceptique et de plus en plus méfiante vis-à-vis de la science et de la recherche, que ce soit dans le domaine médical, mais aussi dans le nucléaire, dans l'ingénierie. On a parlé d'intelligence artificielle, tout ça, ça pose beaucoup de questions. Et le problème, c'est que tout ça reste très fermé. Tout ce qui se passe dans les laboratoires, il n'est pas au vu et au su de tout le monde. Et du coup, je pense que tout ça crée un peu un environnement mystérieux, obscur et mal intentionné peut-être pour certaines personnes. Et ce qu'il faut faire, c'est absolument, absolument ouvrir la science au public, ouvrir la science à la population générale qui n'a pas forcément notre connaissance scientifique et nos bases. Et du coup, ouvrir les laboratoires pour que les gens reprennent confiance en la médecine et la science. Eh bien, par votre essai, vous y avez contribué. En tout cas, moi, je vous félicite pour la profondeur de vos réflexions et j'incite tous ceux qui vous ont écouté à lire votre essai parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que l'essentiel, là, vous l'avez dit et vous l'avez rappelé. Alors, moi, je terminerai par une note d'humour. Hein, c'est une petite histoire d'un enfant qui informe ses parents qu'il veut devenir professeur de médecine. Et alors, il est questionné sur ses motivations et il répond que c'était pour passer à la télé. Bah, j'ai presque la télé, là, je vois qu'il y a 49 participants. On débute, quoi. C'est la première marche. Voilà, en tout cas, vous avez remporté le premier prix. Hein, et c'est un chèque de 2 000 € qui vous parviendra tout prochainement. Et félicitations du jury, félicitations du Rotary pour cette participation et la profondeur de vos réflexions, qui nous préparent d'ailleurs un avenir plus radieux dans la médecine. Bravo, bonne soirée. En tout cas, vous avez vu les uns les autres que nous avons un beau millésime, qu'il y avait d'autres aussi sujets, vous les avez effleurés, qui étaient aussi intéressants. On doit en choisir 4. Ce sont pour nous les 4 meilleurs. Et moi, il ne me reste plus qu'à remercier tous les coordinateurs de district qui ont travaillé pour ce concours, ce millésime, les membres du jury national. Et puis, puisque l'occasion m'est donnée, eh bien, c'est de dire que le concours 2022 est lancé et que j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent ici à participer à ce concours et nous apporter les essais, je dirais, de cette qualité-là. Alors, vous pouvez les retrouver sur le site du concours, puisque le site du concours reprend tous les essais. Et puis, faites-en votre miel. En tout cas, pour ma part, merci à tous. Merci à Michel, Marie-Michel, pour
sa participation souriante toujours. Et puis Anne-Marie, et bravo à la technique, bravo à tous pour ce que vous avez fait. Alors je vais demander à Jean simplement de voir s'il est possible qu'il fasse une belle photo de l'ensemble pour la postérité. En tout cas, merci à tous et puis bonne soirée. Surtout, bravo à nos finalistes. Hein. Voilà, et je suis heureux. Alors, ce qu'on va faire, on va leur envoyer l'échec. Je pense qu'Anne-Marie a les adresses postales, en tout cas. Si vous souhaitez qu'on le fasse avec un virement, et bien à ce moment-là, envoyez les coordonnées à Anne-Marie. Hein, et puis, notre trésorier se fera un plaisir de vous adresser pour les fêtes votre prix. Voilà, bravo, félicitations à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.